Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Décidément, l'espèce de vague de froid qu'on a connue, une vague de froid hâtive, parce qu'on est quand même juste à la mi-décembre, là, aura été très meurtrière dans les derniers jours. Et c'est des drames pour des familles aussi, pour des proches notamment de ces personnes âgées, dont certaines qui étaient en perte d'autonomie, des problèmes cognitifs, qui ont été retrouvés à l'extérieur, malheureusement, décédés, morts gelés. Comment on peut prévenir ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Docteur Annick Duprat est interniste gériatre au 6 de Lanaudière, l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Docteur Duprat, bonjour. Bonjour. Bon. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple? Qu'est-ce qui peut expliquer la série qu'on vient de vivre? Vous avez certainement été touché également par ce qui est arrivé. Quel est votre regard là-dessus? Ben, écoutez, je pense que il y a des enquêtes qui sont en cours, là, mais si on peut regarder une situation générale, ouais. là, il y a plusieurs situations ici. Là. Premièrement, ça peut arriver à n'importe quel citoyen là, de sortir dehors puis de tomber dans un endroit non passant, de se blesser puis de rester là puis de tomber en hypothermie, là, particulièrement là, en situation d'intoxication, mais aussi chez des gens qui vont pelleter, marcher. Donc, on peut avoir un drame comme ça. Mais bon, évidemment, il y a tout le chapitre des troubles neurocognitifs. Et dans ce chapitre-là, on a deux situations. On a des personnes qui peuvent devenir subitement confuses parce qu'ils ont un problème de santé aigu, là. Donc, je sais pas moi, une pneumonie, une arythmie. Et ça va se présenter, on appelle ça un délirium par de la confusion aiguë, et ça peut mener à des comportements qui vont ressembler à des personnes qui ont des troubles neurocognitifs avancés, qui, elles, vont sortir à l'extérieur pour plusieurs raisons. Ils peuvent tout simplement errer et donc se ramasser finalement à l'extérieur ou carrément fuguer parce qu'ils sont en situation psychotique ou est-ce qu'ils ont une peur à l'intérieur du domicile ou ils reconnaissent pas leur proche aidant qu'ils peuvent prendre pour un imposteur là, et donc vouloir quitter ou ne pas se reconnaître chez eux puis vouloir partir. Puis on a même des personnes avec des troubles neurocognitifs qui reviennent dans le temps, dans leur vie. Donc, le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils partent travailler, mais ils n'ont plus la notion du temps. Donc, ils peuvent sortir la nuit puis penser qu'ils s'en vont au travail. Et évidemment, ils n'ont pas la notion du temps. Donc, comment se vêtir selon la saison? Ben, souvent, c'est là le problème, c'est qu'ils vont pas nécessairement s'habiller pour moins 15, moins 20. Là. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent se passer là, à domicile. Quelles sont les pistes de solutions pour mieux protéger nos aînés, d'autant plus nos aînés plus vulnérables, entre autres avec des troubles cognitifs, docteur? Ben, moi, je vous dirais que on pourra revenir au domicile après, là, mais sur le plan des RPA, si on regarde un autre extrême de la population vulnérable qui est l'âge préscolaire, là, on n'accepterait pas qu'une garderie ne soit pas conforme à des règlements pour la clientèle qu'ils ont. Donc, à partir du moment où on est une RPA, où est-ce qu'on a une clientèle en perte d'autonomie cognitive, il faut qu'il y ait des mécanismes en place pour qu'on puisse prévenir, parce que même à domicile, là, on a ce problème-là, mais il y a des solutions aussi. On a quand même un retard d'accessibilité sur des unités de soins qui sont formellement des unités de soins barrées, là, que ce soit au privé ou au public. Donc, on a quand même une partie de cette clientèle-là qui est du côté autonome de la résidence. Puis, il ne s'agit pas là de mettre toutes les personnes âgées autonomes sous contrainte dans un bâtiment, mais il y a moyen quand même de mettre des dispositifs anti-fugue qui vont être personnalisés à l'individu en question. Mais il y a quand même une responsabilité d'urgence à les déménager dans des environnements qui sont contrôlés. Quand on regarde je vais vous donner un exemple, par exemple, j'ai eu ça la semaine dernière dans un de mes cas, là, c'est que la personne est dans une unité de soins, mais les portes de secours, il n'y a pas d'alarme dessus. Donc, elle peut errer, sortir de l'unité de soins par la porte de secours. Donc, ça ne devrait pas exister. Maintenant, à domicile, il y a plusieurs recommandations qu'on peut faire aux familles. Ils peuvent mettre un dispositif GPS là sur leurs proches. Ça peut être soit dans le cou ou sur quelque chose qu'on sait qui traîne tout le temps par habitude avec eux. Et là, on peut avoir une géolocalisation en temps réel. Puis il y a certaines situations où on peut même mettre un périmètre de sécurité où est-ce que ça va sonner.
Il y a aussi les systèmes d'alarme sur les portes et fenêtres qu'on peut armer la nuit parce que ça se passe souvent la nuit. Puis, il y a les serrures biométriques aussi, où ça nécessite là, une reconnaissance faciale ou une empreinte digitale ou d'autres paramètres biométriques pour que la porte se débarre ou se barre, là. Donc, il y a quand même des solutions qu'on peut mettre en place, que ce soit à domicile ou évidemment dans les résidences, ça, c'est régi, là, pour qu'on puisse contrôler, parce que évidemment, il y a beaucoup d'aînés qui veulent demeurer à domicile, il y a leurs proches aidants qui veulent les garder. Puis légalement, la loi nous interdit de relocaliser de force une personne âgée, même si elle a des troubles neurocognitifs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un risque vraiment imminent. Puis comme on dit toujours, avant que ça arrive, c'est pas arrivé, hein. Fait que on n'a pas nécessairement une personne qu'on sait qu'elle va être à risque. C'est du jour au lendemain, à un moment donné, elle va sortir. Donc, quand on a un trouble neurocognitif, dans la démarche d'accompagnement de la famille, les mesures de sécurité comme ça devraient être instauré pour qu'on ne se rende pas jusqu'à attendre que ça arrive puis qu'on se ramasse avec un événement qui arrive à moins 25. Là. Vous êtes la deuxième intervenante à nous faire le lien entre les jeunes enfants et les personnes âgées. Quand on vous entend, je me demande, est-ce qu'on fait de l'âgisme, de s'occuper des tout-petits, mais moins de nos personnes âgées? Moi, je vous dis que définitivement, là, j'ai aucun scrupule à le dire, je le vis quotidiennement. On a des 2 poids, 2 mesures, puis on a trop souvent oui, mais tu sais, de toute façon, c'est une personne âgée, il avait eu une bonne vie. On a une responsabilité de protéger tous les patients vulnérables, puis il faut pas oublier que ces personnes-là, ils ont forgé notre société. Et je pense qu'il est temps qu'on en parle de l'agisme, parce qu'il y en a partout, il y en a dans la société, il y en a dans le réseau médical. Regardez, on fait juste regarder là, le déneigement des trottoirs, là. On a une population âgée, on a beaucoup de gens qui sont, la majorité reste à domicile, puis c'est dangereux de se promener sur les trottoirs alors qu'on arrive au centre d'achat, puis le sel est mis, tout le monde peut rentrer au centre d'achat de façon sécuritaire, mais se promener en ville, il y a comme une économie mal placée, puis il n'y a pas d'imputabilité liée à ça. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir commencer à se poser les questions. Puis regardez, là, justement, moi, je le fais souvent, le comparatif avec les enfants, parce que je trouve que c'est tellement une image forte, mais qui est vraie. Donc, il y a effectivement, moi, je crois, là, de l'agisme là, dans plusieurs secteurs là, de notre société. Oui, et je trouve que c'est très révélateur d'une façon dont une société prend soin de ses aînés. Peut-être qu'on a un petit examen de conscience à faire là-dessus. Docteur Annick Duprat, vous êtes interniste gériatre au CIS de Lanaudière à l'hôpital Pierre-Le Gardeur. Merci beaucoup pour votre expertise. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.